Émission organisée aujourd'hui par Michel Ribardière. Bonjour à toi Michel et bienvenue. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Alors Michel, tu es le président de la FEA. Est-ce que tu peux nous représenter la FEA, nous dire quel est son but et pourquoi est-ce que tu as organisé cette émission ? Oui, avec plaisir. D'ailleurs, je préciserai tout de suite pour commencer que on peut se procurer un certain nombre d'informations sur la FEA en allant sur Internet. Google, vous faites f.e.a et puis OVNI par exemple et vous tomberez rapidement sur le site de la FEA. La FEA, c'est une association qui regroupe différents intervenants, différentes intelligences, si je puis dire, lesquels ont décidé de mettre en commun leurs ressources et de travailler sur la communication en rapport avec le sujet OVNI. Le but, c'est quoi ? C'est d'être un organe de communication officiel, débarrassé des scories, débarrassé des prises de parti, mais juste être là pour informer ? Oui, le but originel était de regrouper différentes associations à l'échelle européenne. Nous n'avons pas, bien sûr, quitté cette voie. Toutefois, nous nous sommes concentrés davantage, effectivement, sur la diffusion d'informations et sur la diffusion d'informations pertinentes. Pourquoi avoir créé cette FEA ? Parce que il y a de plus en plus d'informations qui surgissent ou tout simplement parce que Internet a permis une meilleure diffusion de ces informations ? Je crois que dans le domaine, entre parenthèses, de l'ufologie, nous avons besoin de compétences dans de nombreux secteurs et la FEA répond justement à un engagement de la part de certains nombre d'entre nous. La FEA répond à un engagement aussi bien que d'autres associations, aussi bien que la radio ici et maintenant, qui répond elle aussi, je dirais, à un besoin dans ce domaine-là. Michel, oui, je vais te demander maintenant de nous présenter tes invités. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par 3 amis. Le premier, nous avons déjà fait, qui est au bout de la table là-bas, nous avons déjà fait une émission ensemble pour la FEA. Il s'agit de Claude Lavatte, qui est d'ailleurs donc un membre de la FEA. Claude Lavatte avait réalisé préalablement, et c'est grâce à Radio Ici et Maintenant que j'ai rencontré Claude Lavatte, je précise, avait réalisé une émission qui s'appelait l'hypothèse extraterrestre généralisée. Merci Harim. Alors Claude a depuis formulé un ouvrage qui est en voie de parution. Et je pense qu'à l'occasion, nous en discuterons, nous pourrons présenter un petit peu plus les recherches de Claude. À côté de Claude, nous avons une personne qui est déjà intervenue plusieurs fois sur Radio Ici et Maintenant et qui a toute mon admiration, c'est le commandant Jean-Gabriel Grélet. Bonjour. Alors Jean-Gabriel, peut-être c'est peut-être mieux que si tu peux rapidement nous faire un petit topo sur ton profil pour les personnes qui découvrent ton personnage. Eh bien, c'est relativement simple. Je suis parti juste après mon année de terminale aux États-Unis, après avoir signé un contrat dans l'armée de l'air pour devenir pilote de chasse. J'ai réussi. J'ai été breveté avec la 53D dans la classe 1953. J'ai ensuite passé 3 ans et demi en escadre. Et j'ai quitté l'armée à la fin de mon contrat pour rentrer dans le civil. Et finalement, pour simplifier les choses, j'ai fait une carrière tout à fait satisfaisante et calme, sans problème, à Air France jusqu'en 1990. Voilà. Alors Jean-Gabriel, c'est pareil, la première fois dont j'ai entendu parler de Jean-Gabriel, c'était grâce à Radio Ici et Maintenant, puisque donc Jean-Gabriel a fait, comme nous l'avons dit, un certain nombre d'émissions. Nous pourrons éventuellement revenir là-dessus plus tard. Mais tout de suite à côté de moi, nous avons un autre personnage, un ami, qui s'appelle Alain Boudier, et que j'ai rencontré il y a quelques années dans une conférence. Il était parmi les spectateurs, il écoutait silencieusement nos orateurs, qui n'étaient autres que M. Ménard et M. Bourdet. Et il y avait d'ailleurs le père Brune, d'ailleurs je me rappelle bien. Et puis lorsqu'à un moment donné, on a demandé s'il y avait des personnes dans l'assistance qui avaient réalisé une observation. Il se trouve que quelques mois auparavant ou quelques semaines auparavant, j'avais réalisé une observation de plein jour. Donc je me suis dévoilé parce qu'après tout, personne n'osait lever la main. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer Alain. Alors Alain aujourd'hui, c'est le président d'une commission spéciale
au sein d'une association reconnue d'utilité publique et considérée comme une société savante, la 3AF, c'est ça, 3AF. Alors, pourquoi as-tu réuni toutes ces personnalités sur ton plateau aujourd'hui? Pour parler de quoi? Alors, en fait, ces amis ont accepté de nous rejoindre pour, je dirais, un échange, une discussion complètement ouverte autour d'un thème qui s'est révélé, je dirais, de plus en plus obsessionnel, pour moi en tout cas. Il y a quelques mois, avec cette veille que nous avons opérée à la FEA sur plus d'une vingtaine de nations, cette veille concernant toutes les actions qui sont menées par des institutions et qui mènent finalement à une reconnaissance officielle de la réalité d'engins, d'intrusion même, d'engins inconnus, inexplicables dans notre environnement, et on pourrait dire d'intrusion parce qu'il faut quand même imaginer que derrière ces engins, il puisse y avoir éventuellement des intelligences. Devant donc cette augmentation des faits, des dossiers qui sont ouverts au grand public, des personnes qui parlent lorsqu'elles sont à la retraite, etc., nous nous sommes demandé à la FEA, est-ce que finalement, eh bien, la divulgation n'a pas commencé, sans que nous nous en apercevions, parce que finalement, il faut regarder à une échelle beaucoup plus grande que l'échelle nationale, il faut regarder sur un plan, je dirais, global, sur un plan terrestre, et pour s'apercevoir que tel pays, tel pays, tel pays, tel pays, tel pays, tel pays, je ne vous les fais pas tous, il y en a plus de 300, ont commencé à opérer à différentes actions dans ce sens. Et alors, cette question qui nous vient, enfin, qui nous est venue, c'est finalement, est-ce qu'on pourrait discuter avec quelques amis qui ont, je dirais, plus de recul, parce que d'une part, ils sont tous les trois, ils sont plus âgés que moi, donc ils ont eu le temps, beaucoup plus de temps que moi, et comme ils sont passionnés depuis très longtemps, est-ce qu'on pourrait ensemble discuter de ça et voir, envisager différentes hypothèses? Je dirais que, bon, il s'agit donc, comme on l'a dit, d'une discussion qui va avoir pour thème principal donc la reconnaissance officielle de la réalité de ces engins non conventionnels dans notre environnement et d'éventuelles intelligences qu'elles supposent en amont. Mais dans cette discussion, on ne peut pas passer outre, je pense, enfin c'est une supposition de ma part, on ne peut pas passer outre les conditions actuelles, les crises actuelles que nous traversons. Est-ce que je veux dire, il est possible d'aborder différents angles par lesquels nous pourrions à la fois comprendre pourquoi notre société, je dirais notre société au plan planétaire, n'a pas encore fait jusqu'à présent cette reconnaissance. Est-ce que nous sommes dans un moment de divulgation? Et puis, après tout, qu'est-ce qu'il y a après le tournant que nous ferons si nous sommes effectivement dans un moment de divulgation? Parce que là, voilà, en trois parties, je dirais, notre discussion. D'accord. Est-ce que nous irons aussi loin que d'imaginer un plan à toutes ces observations non conventionnelles? Est-ce qu'on ira aussi loin dans les hypothèses aujourd'hui? On verra ça dans quelques instants. Je rends la parole à Michel Ribardière qui va véritablement faire débuter cette émission. Merci Alexandre. Nous commencions à aborder effectivement le sujet de la reconnaissance officielle de la réalité d'observations inexplicables qui s'effectuent depuis des décennies et probablement plus dans tous les pays, sur tous les continents. Et la première question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi cette reconnaissance n'a pas encore eu lieu jusqu'à présent dans notre société? Alors, est-ce que, à votre avis, il y a des informations qui nous permettent de comprendre pourquoi cette officialisation par les autorités, par les institutions, n'a pas encore eu lieu? Jean-Gabriel. Eh bien, je pense qu'il est tout à fait évident que ce problème général d'intrusion non contrôlée, tu as bien fait de le préciser, d'engins détectés au radar, d'engins qui laissent des traces, donc non pas de vagues phénomènes, ces intrusions intéressent forcément la défense nationale. Et dans la mesure où il est maintenant prouvé, nous avons des documents qui le prouvent,
que la défense nationale, en particulier singulièrement aux États-Unis, était totalement impuissante à arrêter ces intrusions, incapable d'abattre certains de ces engins, alors que, autant qu'on puisse savoir, un bon nombre de pilotes américains ont payé de leur vie la tentative de les abattre. Il est évident, dans le climat de guerre froide qui régnait, disons, pour simplifier, au tout début des années 50, à la fin des années 40 et au tout début des années 50, il était hors de question de prévenir ou de faire connaître cette impuissance de la défense aérienne américaine à qui que ce soit. Je vous arrête immédiatement, Jean-Gabriel Grélé. Je pense aux auditeurs qui ou ne connaissent pas le sujet, ou sinon n'auraient jamais entendu parler d'OVNI, ou d'objets volants non identifiés, ou de phénomènes, etc. etc. Vous nous dites avec certitude, on sait que certains pilotes ont payé de leur vie la poursuite de ces objets. Soit, moi je trouve ça où si je trouve ces informations où? Alors ces informations, on peut les trouver maintenant dans un certain nombre de documents déclassifiés, et en particulier en ce qui concerne la perte de pilotes, je n'ai pas moi personnellement ces documents, mais j'ai trouvé cette information dans plusieurs endroits, y compris dans les livres de Timothy Good, où il y a des références précises à des documents américains, bien entendu. Pour le reste, c'est-à-dire pour la matérialité et pour le fait qu'il s'agit bien d'engins, eh bien, il suffit de relire la totalité des documents qui sont disponibles, qui était à peu près de 85 000 en 1985, pour s'apercevoir qu'il ne s'agit jamais d'autre chose que, je vais citer un petit peu parce que j'ai une liste, des aéronefs de conception non conventionnelle, des boules de feu certes, engins ressemblant à un énorme cigare, disques volants, soucoupes volantes, missiles guidés, missiles, projectiles propulsés, machines s'autodétruisant, aéronefs non conventionnels. L'expression OVNI n'apparaissant qu'en 1953, c'est-à-dire très tardivement, et dans une réglementation de collecte d'informations au sein de l'US Air Force, et de toute évidence, les deux adjectifs, enfin l'adjectif de objet volant non identifié était destiné à rendre très très difficile l'étude des objets en question. Parce que comment étudier quelque chose dont la caractéristique est d'être non identifié, c'est pas facile. Merci beaucoup. Ça me paraît bien de reprendre les bases, vraiment pour ceux qui tomberaient sur cette émission. On nous dit que c'est une certitude, très bien, où peut-on le trouver? Eh bien, merci pour ces informations. Je crois qu'on peut ajouter aussi, d'ailleurs, à l'occasion, il me semble que la commission l'avait présenté, le cas d'un pilote français qui, comme Jean-Gabriel, a travaillé au sein de l'US Air Force et donc qui avait eu à un moment donné pour mission d'abattre un de ces engins non conventionnels. Et son nom, alors je sais alors, pas, je peux le reprendre puisque j'ai repris le facsimilé de sa lettre dans mon premier ou deuxième chapitre du livre Objets volants, comme documents interdits. Et il s'agit de Jean Kissling, qui j'espère écoutera cette émission. Et Jean Kissling, qui fort gentiment nous a insisté pour nous écrire une lettre, nous donner des détails. Et effectivement, il a décollé pour intercepter. C'était un dimanche, il y avait beaucoup de monde sur la base. Il a décollé dans un avion très performant, un P-47. Un P-47, à l'époque c'était P-47. Un P-47H, je crois. Et il est monté très haut, à la poursuite de ballons, entre guillemets. Et au moment où il s'en approchait, ces ballons ont changé de forme et se sont mis à accélérer de façon phénoménale et ont disparu à l'horizon. Quant à lui, toute l'interception et naturellement l'observation des ballons qui se sont transformés ont été vus par plusieurs centaines de personnes qui étaient sur la base. D'accord. Alors rappelons justement que lorsqu'il est redescendu, Jean Kissling a pris connaissance du fait que plusieurs pilotes étaient... et donc lui-même témoigne du fait qu'il y a eu des pilotes qui se sont fait abattre. Oui, et il en témoigne, ce qui est finalement vaut largement tous les documents imprimés du monde. Jean Kissling, quand son colonel lui a dit vous avez tiré sur eux? Alors il dit oui, quand même, au dernier moment, j'ai vidé mes mitrailleuses. Je vous rappelle, pour ceux qui l'ignorent, qu'il y a quand même 6 mitrailleuses 12-7 sur un P-47.
Peut-être certains étaient des canons de vin, je ne sais pas exactement comment ils étaient équipés, mais en tout cas il a vidé tout ce qu'il avait et son commandant lui a dit vous avez beaucoup de chance parce que jusqu'à maintenant ceux qui leur ont tiré dessus se sont fait descendre. Voilà, bon, ça c'était clair, net et sans bavure. Voilà. Alors j'ai l'impression que justement cette mission, enfin cet ordre d'aller abattre ces engins non conventionnels est la réaction la plus courante de nos militaires. Mais elle est normale, elle fait partie précisément non seulement de l'attribution, mais de l'obligation du service qu'on appelle la défense aérienne d'une façon générale. La défense aérienne doit assurer la suprématie totale au-dessus d'un pays, en tout cas au-dessus d'un pays, et de préférence sur le champ de bataille. Et ces obligations sont rappelées. Nous parlerons éventuellement de certaines des premières réglementations qui sont apparues dans l'US Air Force. Cette obligation est rappelée dans le Air Force Regulation numéro 200, que naturellement la fonction primordiale de la défense aérienne, c'est d'abattre tout engin ou tout objet qui n'est pas autorisé. Qui n'est pas autorisé même lorsqu'il n'est pas menaçant. Qui va oser dire qu'un engin qui survole, par exemple, les bases atomiques les plus secrètes aux États-Unis, et ça c'est parfaitement authentifié par de nombreux documents, et recoupé par des documents du FBI, n'est pas dangereux. Bien entendu qu'il est dangereux. Par sa seule présence, il risque d'éveiller l'ennemi et de révéler à l'ennemi, qui était à l'époque l'Union soviétique, la position de ces centres américains. Donc bien entendu, c'était un danger. Bien sûr. Alain ? Oui, pour compléter ce que vient de dire Jean, dans le cas de Jean Kissling, c'est un petit peu particulier parce qu'à l'époque, c'était donc juste avant pratiquement la reddition du Japon. Les Américains avaient été complètement traumatisés par ce qui s'était passé à Pearl Harbor et ce qui était vu, disons, à partir de la base de Selfridge dans le Michigan, était effectivement des ballons et ils pensaient que c'était des aéronefs d'observation ou d'espionnage de la part des Japonais. Et à l'époque, l'affaire des ovnis n'était pas complètement passée dans les mœurs militaires de l'Air Force Army, puisqu'à l'époque c'était l'Air Force Army et pas encore le United States Air Force. Et pour le reste, on est parfaitement synchrone, mais c'était simplement pour préciser le contexte tout à fait particulier. Claude ? Oui, je vais faire un petit détour sémantique sur le problème d'engins volants ou d'objets volants, peu importe. Parce que je pense que c'était la manifestation la plus courante de ce phénomène aérien, c'était justement qu'il soit aérien, mais on a observé aussi, et il y a de nombreux rapports dans ce sens, d'objets semblant sortir de la mer. Donc si l'objet semble sortir de la mer, c'est qu'auparavant il était sous la mer, il était sous le niveau de l'eau. Donc on peut parler aussi de phénomènes sous-marins non identifiés. Et il y a quand même un certain nombre, une masse importante de documents qui relatent ce genre d'observations et d'objets semblant sortir de la mer, donc qui auparavant étaient sous la mer. Voilà, je vais faire une parenthèse simplement, c'est peut-être un peu pour montrer aussi la difficulté d'approche du problème, parce que ce phénomène se manifeste dans l'air, sous la mer, sur la mer, et aussi, dans certains cas, sur Terre. Oui, alors c'est d'ailleurs très curieux, mais la réglementation, une des réglementations les plus importantes, parce qu'elle a été promulguée en 1953 et elle était encore en vigueur en 1995, ça j'ai des documents qui le montrent, JANAP 146 précise bien parmi les engins qui font l'objet de rapports spéciaux des pilotes, précise bien des engins aussi sous-marins, oui, non identifiés. Objet aquatique non identifié. Tout à fait. Donc réflexe naturel de l'armée, attention, on est surveillé, ou il y a quelque chose, on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas. On contrôle pas. Est-ce que j'ai raison lorsque si je m'imagine à la place de ces institutions militaires, taisons-nous, on ne va pas dire qu'on ne contrôle pas parce que ça va affoler la population, parce qu'il y a des... Je pense d'abord que la population va être la dernière informée, tout va être fait
pratiquement jusqu'à aujourd'hui, tout va être fait pour que la population ne soit jamais informée et ne soupçonne absolument pas la présence d'engins inconnus dans les cieux. Ça, c'est une chose. Mais à l'intérieur de l'armée même, on n'a pas tellement envie et on s'aperçoit que les personnes qui sont sélectionnées pour avoir des informations sur ces engins sont très peu nombreuses. Au début, ce sont uniquement les commandants, les généraux faisant partie de l'état-major. L'officier de base lui-même n'est pas du tout au courant. Et pour simplifier les choses, dans l'armée, je pense, le réflexe est le même quand on est devant une situation complètement incontrôlable et en particulier complètement incompréhensible, on se tait et on cherche avant d'affoler le monde. Il est vrai qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains ont perdu un certain nombre de bateaux parce que les sous-marins allemands étaient dans les parages, ils n'ont jamais avoué à quiconque que les bateaux disparaissaient à cause des sous-marins allemands. Donc on peut comprendre ce réflexe par la suite. Finalement, devant l'inconnu, restons silencieux. Alors, donc, si j'ai bien compris, a priori, on tait l'information parce que d'une part on ne connaît pas. Alors dites-moi si je me trompe, d'autre part, ça risque d'affoler les populations ? Non. Ça arrive en dernier. Ça arrive en dernier. D'ailleurs, ce problème d'affoler les populations a été récusé par Carl Gustav Jung dans un écrit parfaitement connu. Il a dit en gros, je cite de tête, « Je ne vois pas pourquoi on nous dit que la présence éventuelle, je crois qu'il a parlé d'extraterrestres dans nos cieux, serait plus effrayante que le risque d'une destruction nucléaire qui peut se produire à tout instant. Et là, les bombes atomiques, les bombes à hydrogène que possèdent les Russes et que les Américains possèdent, et les vecteurs pour les lancer, il ne s'agit pas d'une hypothèse, mais d'une véritable certitude. Or, le public américain a fait preuve d'un calme absolument olympien devant ces menaces. Alors pourquoi se sentirait-il menacé par petit problème éventuel d'intrusion inconnue. Et vous ne croyez pas qu'un gouvernement ou qu'une armée, en tout cas une entité qui est chargée de tenir l'ordre dans un pays, s'inquiète de la disparition de certaines croyances, des dieux notamment, parce que toutes les religions n'ont pas communiqué sur le sujet, s'inquiète aussi d'un armement inconnu, parce qu'on sait ce que donne une explosion nucléaire. Donc c'est déjà plus facile d'appréhender quelque chose qu'on connaît, avec des abris souterrains antinucléaires par exemple. On se dit qu'on peut se protéger, et puis différentes pilules pour s'aider et autres. Et puis aussi un monde en changement perpétuel depuis les années 40-50. Est-ce qu'un gouvernement ne peut pas s'inquiéter de ce genre de choses ? J'imagine qu'il y a bien quelqu'un dans Parce que vous dites que c'est une des dernières priorités. Non, une des dernières priorités, ça ne veut pas dire que ce n'en est pas une. Ça veut simplement dire que ça arrive bien après le risque que les Russes découvrent la position des bases nucléaires américaines. Ça, c'était un gros risque, un risque immédiat. Le risque que tous les alliés des États-Unis tournent le dos aux États-Unis en se disant, mais s'ils ne sont même pas capables de maintenir la sécurité dans leur propre espace aérien, c'est pas la peine de nous parler d'une protection américaine dans le monde. Donc ça venait d'abord, bien entendu. Pour le reste, disons que c'était discutable. D'autre part, en ce qui concerne les religions, c'est pas un problème qui inquiétait particulièrement le gouvernement soviétique, il faut avouer, à l'époque. Beaucoup de religions avaient été même purement et simplement interdites, donc c'était pas un problème. D'accord. Claude Lavatte. Oui, je crois qu'un autre aspect que l'on peut peut-être évoquer, c'est aussi l'évolution de nos systèmes de connaissances et d'appréhension du monde extérieur, enfin du monde tout court, dans le sens où, si on peut faire un bref historique de la chose, le premier système de connaissances qu'a connu l'humanité, c'est en fait le système magique, qui ensuite a donné le relais au système au pluriel religieux, et ensuite, et récemment, depuis la Renaissance, au système scientifique. Et alors, une des difficultés que l'on peut imaginer, c'est que ces systèmes ont été tellement forts dans notre société, et ont fait tellement la preuve aussi dans certains cas, non pas de découverte, mais de sécurité de la société, dans le sens de l'apaisement social, de la paix sociale.
le système magique comme le système religieux ont participé activement et encore à la stabilité du système social, et on peut penser que c'est un moyen qui a fait ses preuves d'efficacité. Et à ce moment-là, remettre en cause et évoquer des phénomènes qui apparemment ne trouvent pas leur place dans ces systèmes de connaissances explique un peu la viscosité sociale, et sans terme péjoratif en la matière, mais la difficulté pour une société quelconque de passer d'un système de connaissances à un autre système de connaissances, d'autant plus que le système le plus récent actuellement, c'est le système scientifique, et que lui-même semble, je dis bien semble bien, faire état d'une incapacité totale, non seulement à dire la nature de ce phénomène, mais aussi à proposer une stratégie pour approcher d'une vérité, enfin une vérité entre guillemets, d'une appréhension objective du phénomène. Et à ce moment-là, je me suis inquiété quelquefois, et encore maintenant, du blocage apparent de la science vis-à-vis de ce problème, mais je m'explique mieux, dans le sens où j'avais peut-être oublié le poids de l'histoire, et qu'il est toujours très difficile de passer d'un paradigme de connaissance à un autre, au suivant. D'accord. Je pense que moi, j'approuve tout à fait. Ça a toujours été très difficile. Regardez donc la difficulté qu'on a eue à passer du géocentrisme au système suivant, d'abord héliocentrisme. Ça s'en souffre déjà. Déjà, ça sentait le soufre, et ça se passait pas. Ça se passait pas à l'époque de Toutankhamon. Ça se passait finalement, en gros, au XVe siècle. Tout à fait. Alors, je note dans l'évolution de notre conversation que nous avons commencé par parler des Américains. Alors c'est peut-être parce que ce sont finalement les dossiers que vous maîtrisez les mieux, messieurs, mais est-ce que peut-on dire quelque chose sur le reste du monde? Parce que d'autres sociétés ont très bien pu s'apercevoir très tôt qu'il y avait quand même un mystère dans nos cieux et qu'il y avait quelque chose qui nous était éventuellement supérieur. Alors, il y a effectivement, je m'excuse de reprendre la parole, mais il se trouve que j'ai eu l'occasion de connaître pendant quelques mois Boris Chourinov, qui s'est intéressé, qui a dirigé, ma foi, quelque chose qui s'intéressait à ce problème en Russie, et qui a même été édité par Guy Trédaniel, éditeur, et donc Boris Chourinov a écrit un livre sur les ovnis en Union soviétique. Et il semble bien effectivement que l'Union soviétique soit passée à peu près par les mêmes affres, entre guillemets, que le gouvernement américain ou que les Français. Et à peu près, à une certaine époque, il y a eu la création d'une commission, et puis dans les 3 mois qui ont suivi, la commission a été immédiatement abandonnée, oubliée. Donc il y a eu des hésitations. On pourrait, je pense, sans aller plus loin, tirer la conclusion que c'était un problème aussi difficile pour l'Union soviétique que pour n'importe quel autre pays, que pour le nôtre, que pour l'Angleterre ou les États-Unis. Oui. Il y a une histoire un petit peu sulfureuse dont j'ai entendu parler. Je dis sulfureuse parce que je manque de preuves. Celle de Roswell. J'ai appris que très rapidement, Staline a envoyé... c'était Staline ? C'était encore Staline. C'était encore Staline. Aucun doute. A envoyé un certain nombre de ses officiers pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur Roswell, même d'en savoir beaucoup plus. À l'époque, il y avait donc un certain nombre d'officiers de renseignement qui avaient cette capacité à pouvoir pénétrer qui étaient sans doute déjà dans les institutions de renseignement. Je pense que tu as raison. Non pas que je n'ai pas la moindre information sur ce point précis concernant Staline, j'en ai une autre, mais qui semble un peu semblable. Mais il faut bien que d'une manière ou d'une autre, les Russes aient eu effectivement des contacts et des hommes à eux, hommes ou femmes, à l'intérieur des services américains, puisqu'ils ont réussi à fabriquer une première bombe atomique qui a explosé en 1949, alors que je peux vous assurer que toutes les observations, toutes les analyses américaines sur l'Union soviétique après la guerre considéraient qu'il allait au moins leur falloir 10 ans pour y arriver. Donc ils ont été certainement très fortement aidés. D'ailleurs maintenant je crois que ça appartient à peu près à l'histoire. On leur a livré, je mets on parce que je ne sais pas exactement qui l'a fait, on leur a livré pratiquement
le plan d'une usine de raffinement d'uranium, et comme ils ont réussi à la construire, ils n'ont pas su la faire marcher, on leur a de nouveau livré le mode d'emploi, si j'ai bien compris. C'est comme ça que ça a commencé. Puis par la suite, naturellement, les scientifiques russes ne sont pas été du même niveau que les scientifiques américains. Ils ont réussi à faire la bombe atomique par eux-mêmes. Alors, je vais me permettre, mais peut-être que je vais sauter un trop grand pas en disant cela, mais quand on parle des objets volants non identifiés, quel que soit le nom qu'on leur donne d'ailleurs, on s'arrête toujours sur les grandes puissances. On parle des Russes, on parle des Américains, on parle aussi des Anglais, de la France. Pourquoi est-ce que ça nous amène vers une logique de ces observations? Cela voudrait dire que ces apparitions non identifiées, encore actuellement, ne s'intéresseraient qu'à des pays avec un armement non négligeable, avec une grande densité, est-ce que ça voudrait dire que ces objets auraient une logique? Une logique. Dans leurs apparitions. Une logique, certainement. Le survol en 6 mois des installations nucléaires américaines, qui est authentifié par des documents, y compris le document de Lincoln La Paz, là, il n'y a pas le moindre doute. D'autant que c'est recoupé par de nombreux documents qui proviennent du FBI. Donc, qui indiquent, à tel moment, on a fait une réunion parce que tous les services de renseignement des autres armes qui avaient la même réunion avec nous étaient inquiets du survol des installations nucléaires, et on a aussi naturellement donc cette étude de Lincoln La Paz sur je crois 239 survols, et quand on voit la qualité des ampliataires, on sait immédiatement que ça intéressait au plus haut niveau, et que c'était naturellement pris très, très au sérieux. Mais par contre, pour répondre à votre question, il y a eu une période pour ça, si j'ose dire. Et puis après, il y a eu une période aux États-Unis où, de toute évidence, les manifestations étaient des manifestations volontaires et qui étaient à destination du public. Oui, c'est ce que j'essaie de comprendre, puisqu'on parle de divulgation, parce que moi, juste avant de donner la parole à Claude Lavatte qui l'a désiré, moi, si j'ai bien suivi l'actualité ufologique récente, je dis ufologique, mais j'utilise des grands termes, comme ça, pour l'instant. Il y a beaucoup de pays d'Amérique du Sud qui déjà commencent à ouvrir leurs archives, qui s'y intéressent au plus haut niveau, donc ça veut dire qu'il se passe des choses là-bas, alors qu'on a l'impression qu'il y a une époque, il ne se passait des choses que à certains endroits du globe. Alors est-ce que dans cette logique de divulgation, il y aurait quelque chose que vous auriez réussi à imbriquer pour nous donner votre idée? Il y a un premier point, c'est que ces pays, qu'on n'appellera pas des pays du tiers-monde, il s'agit du Brésil par exemple. Oui, tout à fait, non, c'est Brésil. Mais le Brésil, dans les années 50, avait certainement des moyens de communication mondiaux très peu développés. C'était le cas d'ailleurs de la plupart des pays, avec l'exception justement des pays comme les États-Unis, la Russie. Bon, donc il est normal qu'on ait l'impression que tout se concentrait, mais peut-être c'est simplement faute d'avoir justement les dossiers ouverts, et quand les dossiers commencent à s'ouvrir, on s'aperçoit que le monde entier a été concerné. Mais, encore une fois, bien sûr, les puissances qui avaient la bombe atomique, c'est notre cas, c'est le cas des Russes et c'est le cas des Américains, ont été, semble-t-il, particulièrement visités et spécifiquement visités. Le plateau d'Albion, semble-t-il, a été lui aussi visité. Claude Lavatte. Oui, merci. Alors, Alexandre a posé la question, y a-t-il une intelligence, je résume très rapidement, une intelligence derrière ce phénomène? Or, il semble bien que oui, pour les raisons suivantes, c'est que déjà du point de vue de la nature des manifestations, des performances que l'on constate aussi bien visuellement que radar et par tous nos moyens d'observation, même si on ne le dit pas toujours, les performances alléguées concernant ces engins montrent bien qu'il y a, selon notre mode de connaissance actuelle de la science, il y a derrière tout ça une technologie qui est très performante et largement au-dessus de nos technologies actuelles. Donc qui dit technologie, dit sans doute en amont, toujours dans notre mode de raisonnement actuel, dit en amont l'existence d'une science qui a donné naissance aux technologies auxiliaires. Et à ce moment-là, en déroulant un peu la plotte, en continuant encore, s'il y a une science, s'il y a manifestement une science qui préside à ces manifestations, il y a obligatoirement une certaine forme d'intelligence, au sens large du mot, et il y a sans doute aussi un projet, et même pourquoi pas
un système social qui derrière soutient cette science de telle manière que la science puisse se développer. On n'imagine pas une science se développer sans un support matériel minimum. Et à ce moment-là, quand on commence à dérouler cette plotte-là, on arrive très rapidement à la conviction et j'allais dire à la preuve intellectuelle, sinon testimoniale, matérielle, quoique on a quand même des échantillons pratiquement de ces gens-là dans quelques laboratoires chez nous. Et on a donc la preuve pratiquement formelle et indéboulonnable qu'il y a derrière tout ça une intelligence, quelle qu'en soit la forme, quel qu'en soit ce support matériel, et peut-être, et sans doute même, étant donné l'intelligence que paraît, quand je dis intelligence, là aussi c'est au sens large, je ne veux pas qu'on se me prenne sur les mots, il y a une certaine cohérence dans le phénomène, par exemple dans les tactiques d'évitement de certains avions ou de certains véhicules, etc. On voit bien qu'il y a une intention là-dedans, qu'il y a un programme qui se déroule actuellement, lequel programme est obligatoirement, enfin selon nos critères actuels, est soutenu par une intention, un programme, une intelligence et quelque chose qui semble nous tourner vers ce qu'il y a d'essentiel dans l'activité humaine, qui est l'intention de faire quelque chose, qui est bâtie elle-même sur une éthique, sur une morale, sur des règles, une déontologie qui fixe les règles de comportement. Donc tout ce phénomène paraît se développer à partir d'un système cohérent de connaissance et d'intention de quelque chose, d'un projet évidemment dont nous ignorons les tenants et aboutissants actuellement, mais qui manifestement se déroule sous nos yeux, pour tenter qu'on veuille bien ouvrir les yeux, les neurones et les oreilles et voir ce qui se passe autour de nous, ce qui n'est pas toujours le cas. Alain Boudier, je rappelle que vous êtes le président de la commission spéciale de la 3AF, que vous êtes très silencieux et on est déjà allé très très loin là, c'est allé rapidement. On est déjà à des hypothèses de travail assez folles, hein, si je peux me permettre, avec le temps qui nous est imparti. On a déjà avancé, vous ne dites rien. Est-ce que ce dont nous venons de parler, cela fait partie des choses sur lesquelles vous travaillez au sein de la 3AF ? Tout à fait. Tout à fait. Simplement, pour l'instant, nous sommes volontairement silencieux, puisque notre objectif, c'est de travailler, disons, à 1000 mètres de profondeur, pardonnez-moi l'expression. La présentation de notre commission a eu lieu le 1er octobre et depuis le 1er octobre, nous travaillons en toute discrétion, en toute sérénité. Et l'objectif de notre commission, c'est surtout de ne pas subir, comment dirais-je, le diktat émotionnel classique des grandes chaînes télévisées et les petites chaînes télévisées. Et donc, de ce côté-là, je peux vous garantir que jusqu'au mois de mars 2010 ou avril 2010, nous nous sommes donné un délai de 15 mois pour réfléchir d'une manière approfondie, scientifique, rigoureuse, imparable, incontestable. Et à partir donc du mois de mars ou avril 2010, nous serons arrivés à un point de connaissance, disons, quasi certaine des observations, enfin des phénomènes aérospatiaux non identifiés, pour reprendre le terme neutre et qui veut tout dire et rien dire à la fois. Et à partir de ce moment-là, vous serez d'ailleurs aux premières loges puisque nous vous inviterons à la conférence de presse. Croyez-moi que je pense que les choses vont évoluer d'une manière significative. Alors, juste pour comprendre vos recherches, on parlait tout à l'heure de techniques d'évitement par rapport à des avions, avions de chasse ou autres. Est-ce que au sein de la 3AF, vous travaillez peut-être à mettre à plat des techniques utilisées par ces phénomènes aériens non identifiés? Est-ce que vous essayez de comprendre la logique de ces objets comme si vous étiez en face d'un adversaire? Vous êtes tous d'anciens professionnels, chacun dans votre corps de métier. Est-ce que vous essayez de mettre à plat une logique, une attitude et un état d'esprit de ces phénomènes? Alexandre, je vous dirais simplement qu'au sein de notre commission, je n'ai pas indiqué tous les membres de la commission, nous avons un général de l'armée de l'air. J'en dis pas plus. Jean-Gabriel ? On préciser que les performances par rapport aux celles des avions de chasse sont déjà précisées dans le document du 23 septembre 1947, signé par le général Twining, et qui a été publié, il a été publié en annexe
du rapport Condon en 1969, il était à la disposition du monde entier, enfin Oui. tous ceux qui savaient lire l'anglais. Donc ce détail particulier n'est pas un détail nouveau. Il Non, a bien sûr, déjà été mis en évidence en Je comprends 1947. bien, tout à fait. Non, quant aux performances par rapport aux avions de chasse, ce n'est pas de ça dont je parlais. Je parlais surtout d'essayer de sortir de l'attitude face à ces avions de chasse, une certaine logique et une cohérence dans l'action de ces phénomènes. Bien évidemment, mais elle a déjà été évoquée par mon voisin de Grand droite. Téhéran, Parler du travail. Tout à fait. Et travail. il y en a d'autres qui sont connus, mais nous espérons avoir accès à d'autres informations, peut-être un peu moins connues. Faudra-t-il se diriger vers les États-Unis pour cela, avec l'ouverture des... En tout cas, la possibilité d'étudier les dossiers plus précisément ? Oui, effectivement. Oui, vas-y Claude, vas-y. De manière très courte. Oui, quand je disais tout à l'heure que ces engins, ou cette technologie des engins inconnus, non identifiés, semble développer des performances s'appuyant sur une technologie qui dépasse la nôtre actuellement, je n'avais pas en tête seulement que des manifestations qui permettent de mettre en parallèle les performances de nos meilleurs engins, donc par exemple la chasse, mais aussi, j'allais dire, non pas des dégâts collatéraux, mais des épiphénomènes, donc des phénomènes collatéraux, semblant accompagner ces engins en question. Par exemple, on a constaté de nombreuses fois les phénomènes annexes, pas pour tous évidemment, d'extinction par exemple, ou de mise en panne d'installations électriques, sans qu'il y ait de notre part, non pas de l'agressivité, mais même de la curiosité manifestée vis-à-vis du phénomène. Ce sont apparemment des vrais épiphénomènes, dans le sens où il y a une apparente déconnexion entre notre attention vis-à-vis de ce phénomène et l'intention que pourra manifester aussi. Et à ce moment-là, cela soulève des questions énormes du point de vue dans l'état de la science actuelle, puisque cela semble correspondre à des énergies, des montants, je cherche le terme français, des quantités d'énergie que nous sommes incapables de réaliser actuellement dans un espace donné, dans un temps donné, etc. Et on semble aussi assister à des manifestations de phénomènes dans des champs autres que nous appréhendons autrement, non seulement le domaine électromagnétique, mais également dans certains types de radioactivité et dans certains autres domaines qui sont un peu en bordure de l'appréhension habituelle, qui sont le domaine, par exemple, psychologique, puisqu'on constate dans certains cas des comportements des observateurs qui semblent être manipulés par les engins en question. Michel Ribardière. Alors il y a quelques instants, Alexandre nous a fait un clin d'œil, il a essayé de nous jeter la balle en direction d'Obama aux États-Unis, Obama qui actuellement vient de signer un certain nombre de décisions qui portent sur le FOI. Alors il faut peut-être expliquer un petit peu plus clairement de quoi il s'agit. Le FOIA, Freedom of Information Act, est une série de mesures qui ont été lancées dans les années 70, je pense par le président Gerald Ford, voilà, et qui consiste à donner accès au public à l'ensemble des documents administratifs que les administrations américaines, je dirais, formulent. Alors, ces mesures, cet ensemble de mesures sont extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent au public américain et autres, puisqu'on a ici on a une personne, c'est le commandant Jean-Gabriel Grélet qui a utilisé, employé cette mesure, permet donc au public et à tout un tas d'autres personnes d'accéder à des papiers qui ont été à un moment donné classifiés parce que justement ils touchaient à des questions extrêmement importantes qui pouvaient même à une certaine époque être en relation avec la sécurité nationale. Et Jean-Gabriel, tu veux nous parler un petit peu de... Oui, une petite anecdote justement sur ces documents, les premiers documents que nous avons récupérés en France. Un de nos amis a demandé aux archives américaines un document, une page dactylographiée qu'il avait, mais qui était en mauvais état. Il a demandé s'il pouvait avoir une page de meilleure qualité. On lui a répondu par lettre, et j'ai toujours la lettre, monsieur, ce document que vous demandez fait partie d'un ensemble de 1400 pages, toutes traitant du même sujet, que nous tenons à votre disposition pour 10 cents la page, les 100 premières étant gratuites. On a fait un calcul très rapide, le dollar était à 5 francs, croyez-moi, on n'a pas hésité longtemps. Et donc, on a reçu, correctement relié, etc.,
tenez-vous bien, 1400 pages dactylographiées qui représentaient à l'époque, je dirais pas le 10e, mais pas beaucoup plus que le 10e des informations disponibles. Autrement dit, on pourrait peut-être dire que les documents qui étaient interdits dans le temps, puisque c'est le titre d'un de tes bouquins, actuellement sont devenus des documents autorisés. Absolument, mais il reste, et j'ai utilisé quand même documents interdits, parce qu'il reste aussi tous les autres documents qui restent interdits. Les autorités militaires américaines se sont quand même arrangées pour qu'il y ait très peu de documents top secrets qui aient été déclassifiés, par exemple. Dans mon livre, justement, Documents interdits, il y a un de ces très rares documents qui était initialement classé top secret et qui concerne la vague d'observation au-dessus de la Scandinavie, dès 1946. Oui. Mais c'est le seul. Le document de Twining, qui est très important, était quand même seulement classifié secret. Voilà. Alors, les ufologues peuvent se poser quand même un certain nombre de questions, parce qu'on aboutit à certaines périodes... Ça dépend desquelles. On aboutit à certains moments à la possibilité d'accéder à des moments classifiés, puis après on s'aperçoit quand par exemple c'est l'un des messieurs Bush, enfin le dernier d'ailleurs, qui opère en tant que président, qu'il essaye de limiter justement la diffusion, la divulgation sur le sujet, et puis on arrive au président Obama qui récemment vient de mettre en l'air le décret qu'avait fait monsieur Bush pour limiter ce FOIA. Et oui, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de divulgation aux États-Unis? Alors, au moins on peut dire que le président Obama a rétabli le statu quo ante. C'est-à-dire que maintenant on se retrouve comme avant la présidence de M. Bush, et on va de nouveau, c'est-à-dire que les administrations qui avaient été autorisées à ne pas répondre aux demandes d'informations venant des historiens, etc., maintenant n'ont plus la latitude de le faire. Ils vont être obligés d'appliquer la loi. Et cette loi, effectivement, est tout à fait unique dans l'histoire, je devrais dire, de tous les pays qui ont des archives. Et en particulier, nous aimerions bien avoir l'équivalent en France. On en est très loin. Ça veut dire qu'on laisse la possibilité, plutôt que de prendre la responsabilité de la divulgation, on laisse la possibilité aux plus malins de trouver des éléments? Non, c'est bien pire que ça. C'est bien pire que ça. Il suffit d'un document qui fait référence à quelques autres documents pour qu'on puisse, à coup sûr, savoir que ces autres documents existent et qu'on les demande. Oui. Autrement dit, on a obtenu jusqu'à maintenant un effet de boule de neige grâce à cette fameuse loi. Et bien entendu, l'équivalent français, il faudra 60 ans pour apprendre qu'une femme de ménage a cru voir une lumière qui brillait dans le ciel. Il faudra 60 ans. Et on n'aura pas le droit d'avoir le nom de la femme de ménage. Il y a même une recommandation faite par le président Obama dans le fameux texte en question. C'est que non seulement le citoyen a accès à ces documents, mais il donne l'ordre aux agences, c'est-à-dire au ministère et au secrétariat d'État, l'équivalent charge qui est en français, d'aller au-devant de cette mise à jour et mise dans le public de ces documents, puisqu'il donne même l'ordre à ces administrations de publier, de ne pas attendre, je n'ai plus le terme exact en tête, mais de ne plus attendre la demande venant du public, mais d'aller au-devant du public, de faire le premier pas. Donc il y a une volonté, du moins affichée, on verra bien ce que ce sera en réalité, affiché, du moins proclamé, d'aller au-devant, d'informer d'une manière volontariste et... Oui, le public. Le public. Tout en précisant... ce qui est énorme comme évolution. Tout en précisant que, en fait, il demande cette divulgation, mais quelles que soient les conséquences sur les directeurs des administrations qui seront impliqués dans les affaires... Mais qui ne seront pas poursuivis. Mais en revanche, non, attention, il ne dit pas que ces directeurs ne seront pas poursuivis si on découvre des choses anormales, mais il dit simplement qu'il n'autorise pas les citoyens américains à porter plainte contre l'État, contre le gouvernement. C'est très intéressant parce qu'on peut se dire que pour tous les sujets, cette chose va être utile, mais en même temps, on sait que sur le site officiel de Barack Obama, les électeurs et les Américains étaient appelés à dire quels étaient les sujets qui les intéressaient le plus, quelles étaient leurs questions, et il est très clairement ressorti le sujet de la divulgation concernant ces objets volants non identifiés. Et je crois qu'il était en première position, en deuxième position. Pas première, mais en tout cas, il était dans les premières placées. Très bien placé. Donc quand on met en avant ce genre de texte comme l'a fait Barack Obama, quand on remet au goût du jour
jour, ce qui a été interdit hélas pendant quelques temps, ou en tout cas très fortement limité, on sait pertinemment que toutes ces personnes qui étaient présentes sur le site internet vont s'empresser d'aller faire des demandes pour mieux connaître le sujet OVNI. Donc ma question est très simple, qu'est-ce que Barack Obama a derrière la tête ? Voilà. Alors, personne, je pense qu'il suffit d'attendre et on va bientôt le savoir. Oui. Et alors, on peut s'étonner d'autant plus du silence écrasant de certains politiques. Je pense évidemment, puisque nous sommes en France, aux politiques français. Assourdissant. Et assourdissant. Et je dis écrasant parce qu'ils écrasent finalement toute velléité de recherche dans ce domaine. Et que même les initiatives qui paraissent donner accès à certaines informations, on s'aperçoit en creusant un petit peu que ce n'est pas tout à fait aussi simple. Et on attend, et c'était l'objet d'une lettre ouverte que nous avons fait quelques-uns, l'amiral Pinon, Jacques Cossagiola et moi-même modestement, nous avons fait à destination du président de la République au 14 avril 2008, et pour laquelle on attend encore une réponse, pour ma part, je dis bien personnellement parlant, satisfaisante. Alors, je crois qu'il faut quand même, je dirais, avoir l'honnêteté de préciser que s'il y a cette déclassification, s'il y a cette insistance du président Obama, ce n'est pas, je dirais, officiellement à l'attention des ufologues. Mais toutefois, on remarque que le président Obama se fait accompagner par... lors de la transition par M. Podesta. D'ailleurs, vous avez remarqué que juste après son couronnement, si je puis dire, comment on dit ça, lorsqu'il a prêté serment, tout à fait, il est revenu à la Maison Blanche. On le voit bien serrer, se rapprocher de Podesta qui est dans le public, il le reconnaît, visiblement, ils vont continuer de travailler ensemble. Alors rappelons ce qu'a fait Podesta quand même il y a quelques années, c'était au temps de l'administration de Clinton. Oui, bien sûr. Alors, je le rappelle, quelqu'un le rappelle ? Non, vas-y. Donc, il y a on a les documents. Alors, il était à l'époque, et je pense qu'il était chargé de l'administration. Enfin, c'était un poste relativement important, parce qu'il était quand même porte-parole, je dirais, à ce moment-là, pour la présidence. Et devant les caméras, il a tout simplement déclaré qu'il était temps de révéler au peuple américain... l'existence d'un problème. Oui, tout à fait. Les informations qu'ils avaient sur le phénomène OVNI, que c'était une question, je dirais, primordiale, de loyauté, et puis que les citoyens avaient le droit à la vérité. Une question de et à ce moment-là, il est en poste à ce moment-là, quand il déclare ça. On est dans les années, fin des années 90. Quand on parle de droit à la vérité, des gens, on pointe du doigt le mensonge. Immanquablement. Au moins le silence, comme disait mon voisin, le silence assourdissant qui couvre ce sujet. C'est le silence par omission, le mensonge par omission. Bien sûr. Qui est aussi grave que l'autre d'ailleurs, parce que les conséquences sont aussi graves. Bon, on peut peut-être dire deux mots d'un principe général. Quand un pays est attaqué ou survolé, ou qu'il y a des incursions de quelque ordre qu'elles soient, et que ces incursions, surtout quand elles sont non contrôlées et probablement non contrôlables, les représentants du peuple doivent être mis au courant. C'est vrai aux États-Unis. J'ai eu l'occasion d'en discuter, non pas avec un spécialiste du droit constitutionnel, mais avec Pierre Salinger. Mon voisin sait très bien à quelle occasion on l'a rencontré. Et Pierre Salinger a absolument confirmé qu'il n'y avait aucune exception présidentielle qui pouvait permettre à un président des États-Unis de taire un tel sujet, si tant est qu'il existait des preuves. Voilà. Et c'est vrai à peu près dans tous les pays. Les représentants du peuple, par leurs députés, ont le droit de savoir quand il y a une agression, une incursion. Quand ça se passe aux Maldives, on le sait tout de suite. Oui, tout à fait. Alors d'autant que sur le sujet OVNI, on se rappelle qu'à la fin des années 70, en 78, à l'ONU, donc ont été discutés un certain nombre de prérogatives, si je puis dire, de projets, voilà, et par lesquels en fait le secrétaire général de l'ONU informait l'ensemble des gouvernements que si il existe des études sur le sujet OVNI. D'ailleurs, il les encourageait d'ailleurs à faire une étude dans ce domaine-là, et que si ces études se révélaient positives, à ce moment-là, il leur était expressément demandé d'en informer le secrétaire général de l'ONU. Alors, en tout cas officiellement, ça n'a pas encore eu lieu. Il y a quand même quelque chose qui a bel et bien eu lieu, oui. C'est que Madame Boutros-Ghali, donc l'épouse
du secrétaire général de l'ONU pendant qu'il était secrétaire général de l'ONU, accompagné par Madame Galbraith, qui était l'épouse d'un précédent ambassadeur des États-Unis en France, comment dirais-je, commandités par Laurence Rockefeller, excusez-lui peu, sont venus faire une tournée des popotes et ont rencontré tout le monde. Et j'ai même eu droit à un coup de téléphone de Madame Galbraith, parce que j'avais retrouvé un document, dans les 1400, j'ai trouvé un document qui était passé, les chercheurs américains étaient passés à côté. Et en fait, leur but était non seulement de rencontrer les gens qui pouvaient avoir des documents et des informations, mais aussi de constituer des ensembles documentés et documentaires sur le sujet afin de les remettre aux sénateurs et à différents membres élus des États-Unis. Et d'une certaine façon, c'est un peu à cause de ça que nous avons eu l'idée de faire la même chose au sein de la 3AF. Alors depuis tout à l'heure, nous avons abordé la question de savoir pourquoi la reconnaissance n'a pas encore eu lieu, puis nous avons glissé doucement sur est-ce qu'elle n'est pas en train d'avoir lieu, hein, et nous sommes en train de parler du président Obama. On peut se demander finalement, est-ce que ce que nous vivons actuellement à l'échelle planétaire, c'est-à-dire ces crises que nous rencontrons, est-ce que il pourrait y avoir un rapport entre le fait que d'un côté, la majorité, quasi-totalité des gouvernements cachent des informations extrêmement importantes au grand public. À la fois, on se retrouve devant des crises économiques, des crises politiques, des guerres. Combien de pays sont en guerre sur Terre actuellement ? Il y a peut-être 50 guerres qui sont en cours. Et la France n'échappe pas aux pays belligérants, puisqu'on est même en guerre économique, y compris contre des alliés au sein de l'OTAN. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, Michel. On met ça en lien aussi avec ce qui était dit au début de l'émission, c'est-à-dire le survol des centrales nucléaires et des armements les plus puissants que possède l'être humain. Une planète totalement en guerre, pour revenir à ce que vient de dire Michel, avec toutes sortes de pays qui voudraient prendre le dessus, avec l'armement actuel. Est-ce que cela pourrait pousser à une accélération d'apparition de ceux qui pourraient être derrière ces objets volants ? Ça a déjà poussé une réaction. N'oublions pas que la période moderne commence après les explosions des bombes atomiques sur le Japon. N'oublions pas que le survol de la Scandinavie a eu lieu au moment où la flotte américaine, sous la direction de l'amiral Hewitt, la flotte américaine qui venait de participer à l'opération Crossbow, c'est-à-dire aux explosions atomiques de Bikini, entrait dans la mer Scandinave. À ce moment-là, exactement à ce moment-là, les survols par des soi-disant missiles soviétiques, mais qui n'étaient non seulement pas des missiles, mais pas non plus soviétiques, commencent. Et on a véritablement un lien très fort. Et quand l'année suivante, parce que c'était en 1946, en 1947, les États-Unis commencent à être survolés, et de façon apparemment aléatoire, relativement aléatoire, je dirais, parce que j'ai repris des rapports et il se trouve que malgré tout, le Nouveau-Mexique semblait beaucoup plus survolé que le reste. Il y a de fortes corrélations. Aléatoire mais localisé. Oui. En première approximation, c'était aléatoire. Il semble qu'ils aient trouvé assez rapidement quelque chose, mais, et c'est ça qui est très surprenant et moi qui m'a toujours passionné, ils ne sont pas infaillibles ni dotés d'une baguette magique. Parce qu'ils ont véritablement commencé à chercher en 1945, dès l'explosion des 2 bombes atomiques au Japon, et ils n'ont finalement découvert Los Alamos qu'en décembre 1948. Ils ont des contraintes aussi, apparemment. Leur science n'est pas infaillible. Ben voilà, absolument. Bon, j'ai fait de la protection. Ça nous rassure. C'est rassurant, exactement. Oui, j'ai fait de la protection d'uranium. Il y a un problème. Il n'y a pas que nous. Il y a un problème pour la radioactivité, c'est qu'elle se confond avec le mouvement propre, c'est-à-dire avec la radioactivité terrestre qui est déjà forte. Vous dites il. Oui, je dis il parce qu'il faut naturellement, non pas. On ne peut pas mettre un nom, à moins d'être complètement... Ce sont les autres. On peut, hein, mais on peut les appeler les autres, on peut les appeler les visiteurs, on peut les appeler ils, simplement. Mais comme avait dit mon voisin de droite, il est bien évident que technologie implique science et que science implique quelqu'un qui l'a mise au point. Alors, à moins d'imaginer, et c'est pas du tout ce que les informations que nous avons semblent indiquer, à moins d'imaginer qu'il s'agit de robots qui font en quelque sorte une observation, une exploration aléatoire d'une planète inconnue, il n'y aurait pas, c'est trop spécifique, les survols
d'installations nucléaires sont trop spécifiques. Le survol de la NASA, un an après sa création, par un engin qui se met à voltiger au-dessus de la NASA, ça indiquait clairement, nous savons que la NASA se trouve à Fort Meade, et c'est pas la peine d'essayer de vous cacher, nous avons découvert. C'est clair. Oui, je voudrais évoquer très rapidement le problème des pièges qui nous attendent sans arrêt dans un tel progrès, c'est que il y a le piège du mot intelligence. Et évidemment, une des difficultés que nous avons tous, et que d'autres auront derrière, je pense aussi, rassurons-nous, c'est de définir qu'est-ce que l'on entend par intelligence. Or, nous avons essayé, notre science actuelle arrive à certains niveaux d'intelligence, on peut parler de systèmes experts, d'intelligence artificielle, mais il y a un piège là-dedans, parce que d'abord, en américain, intelligence, ça veut dire le renseignement, ça n'a rien à voir avec le sens que nous donnons ici en Europe, et qu'il y a des quiproquos énormes qui n'ont pas arrêté à ce sujet. Alors, intelligence, oui, et c'est dans ce sens-là que j'en parlais tout à l'heure, c'est que manifestement, derrière ces manifestations, il y a une volonté, un projet, que peu à peu, on commence à en voir certains contours. Et à ce moment-là, on peut se demander, est-ce que c'est nous qui représentons, nous, je veux dire l'humanité, qui représente l'intérêt de ces intelligences, de cette intelligence, ou est-ce que c'est au contraire parce que nous devenons un danger pour elle d'une certaine manière que nous ignorons, et à ce moment-là, est-ce que nous sommes simplement des nuisibles de la galaxie ou de l'univers, tout simplement? Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à nous. Mais on peut penser aussi que, bon, leur science ayant certainement une certaine avance, une certaine performance par rapport à nous énorme, est-ce qu'il n'y a pas derrière, et on peut légitimement le penser, il y a une morale et une éthique qui s'est développée parallèlement, et à ce moment-là, on est totalement dépassé par leurs intentions, pour imaginer leurs intentions, parce que, bien évidemment, la science en question, et la suite de la technique, les stratégies, les tactiques, etc., dans toute la chaîne des conséquences, est soumise aux contraintes, à la déontologie qui est elle-même issue de cette morale, de cette éthique. Donc est-ce l'humain qui est intéressant? Est-ce la planète? Ou est-ce le danger que peut faire courir l'humain ou est-ce tout à fait autre chose? Est-ce que c'est simplement le principe de la vie, le principe de la conscience qui est en jeu là-dedans, qui est défendu par ces intelligences supposées, évidemment, pour l'instant. Mais enfin, on ne va pas se masquer derrière nos petits doigts, bien qu'ils soient gros, je n'y arriverai pas. Le jour où la Terre s'arrêta. Voilà. Tout un tas de questions. Mais là, ce sont des questions légitimes. Claude, là, tu viens d'éclaircir un petit peu le mot intelligence. On a parlé d'intelligence, on a parlé de reconnaissance, on a parlé d'intelligence. Oui. Alors, on est obligé, finalement, quelque part, on a parlé aussi de survol. On n'a pas d'ailleurs évoqué, j'étais un petit peu étonné, le fait que quelques semaines avant qu'ils perdent, entre parenthèses, un vaisseau à quelques kilomètres d'une base aérienne, celle où il y avait d'ailleurs nos bombardiers nucléaires américains juste avant à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les bombardiers qui sont partis bombarder Hiroshima et Nagasaki, donc qui étaient passés par Roswell. Donc on n'a pas évoqué le fait que vraiment le hasard était vraiment exceptionnel. Donc, alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que effectivement nous nous trouvons dans une relation par laquelle nos, entre parenthèses, intelligences extérieures, moi j'aime bien le mot, j'avoue, société extérieure. Tout le monde n'est pas d'accord, mais est-ce que nous sommes dans une relation telle que ces visiteurs-là, entre parenthèses, cherchent à nous influencer pour prendre un certain nombre de décisions et qui fait que, bon, voilà. Est-ce que nous sommes dans une relation comme ça, à votre avis? Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce projet est un projet pédagogique? Et là, on peut sournoisement faire entretenir ce qui s'est passé, parler de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, certains émettent l'idée que les religions, que les systèmes de connaissances magiques et même scientifiques seraient issus d'un tel projet pédagogique, dans le sens où de temps en temps on nous donnera un coup de pouce pour faire avancer les choses, dans le bon sens, espérons-le, ça reste à démontrer, mais ce coup de pouce étant donné par les supports que nous avons connus, c'est-à-dire la religion, les systèmes de croyance, quels qu'ils soient, et le système scientifique, et on pourra en parler un autre jour, mais le système scientifique est bien un système de croyance comme un autre. Un simple détail, par exemple, on sait très bien que le catalogue des maladies psychiatriques, par exemple, qui est établi aux États-Unis par l'université de psychiatrie de je ne sais plus quelle ville, est établi par des réunions de psychiatres, de professeurs, évidemment, professeurs psychiatres, qui participent à un vote. Autrement dit, le catalogue, on en a parlé d'ailleurs sur cette radio aussi, dans une autre émission totalement différente. Je ne me souviens pas de tout. C'est le Psychiatric Disease Manual. D'accord. Qui est fabriqué
après un vote, après un consensus reconnu d'une manière qu'on dirait démocratique, si on veut, d'une manière large et consensuelle. Donc on voit aussi là une extrémité de la science qui prend des formes bizarres et quelquefois injustifiables. On va reconnaître la réalité par vote. Tiens, oui. Là, voilà, la réalité, c'est ça. Un référendum. Moi, je propose un référendum sur le phénomène OVNI ou autre pour le reconnaître en tant qu'objet scientifique. Jean-Gabriel ? Oui, franchement, je souhaite. Il faut mettre les pieds dans le plat. Oui, c'est vrai, mais je souhaite que ce programme de contrôle n'ait été ni total. Pas encore. Enfin, pas aussi total qu'on l'imagine, parce que on aurait eu, dans ce cas-là, de très jolis cadeaux, en particulier avec les monothéismes, qui n'ont pas arrêté de se battre les uns avec les autres depuis leur création. Donc, en fait, cadeau, je ne vois pas du tout en quoi ça nous a avancé. Je préfère la Renaissance. La paix sociale. Oui, la paix sociale, bien sûr. La paix sociale par le fil de l'épée. Non, j'avoue que ça m'est très difficile à admettre. Par contre, qu'il y ait eu des tentatives, je suis tout à fait prêt à l'imaginer. Qu'elles aient été couronnées de succès, je suis à peu près certain que non. Parce que l'homme, qui est un primate, a une espèce de faculté magique de prendre les meilleures choses qu'on lui donne et en faire des instruments de mort, des instruments de torture et des instruments de domination. On n'est peut-être pas de très bons élèves. Mais cette discussion nous amène quand même vers quelque chose d'assez original que je me souviens pas avoir traité sur l'antenne encore. Peut-être que ça a été le cas, mais plutôt que de dire visiteur, pourquoi ne pas dire propriétaire observateur de nous locataires. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu encore cela sur l'antenne, mais cette discussion pourrait nous amener dans cette direction-là. Si on parle d'une population, si c'est une population beaucoup plus ancienne, pourquoi pas propriétaire de ce bout de caillou et observateur de ses locataires. Alors là, je pense, Alessandre, vous faites état, vous évoquez la théorie du zoo. Or, j'ai tendance à éviter cette théorie tout simplement parce que je pense, peut-être à tort, et ça on verra plus tard, ou je verrai jamais sans doute, mais on peut légitimement proposer que justement cette science qui est tellement en avance sur nous, par ces manifestations dont on a tous les jours, je dis bien tous les jours la preuve finalement, pour ceux qui veulent ouvrir les yeux, est obligatoirement suspendu, je cherche le terme français, sustain, comment on pourrait dire soutenu par. Voilà, merci. Soutenu par. De temps en temps, je pense autrement. Soutenu par une éthique, par une morale. Et à ce moment-là, peut-on imaginer des gardiens de zoo avec une morale qui serait avancée de quelques millions d'années sur la nôtre? Est-ce que nous sommes des objets finalement? Parce qu'on peut dire que les animaux d'un zoo, à ce niveau-là, ce sont des objets. Est-ce que nous sommes considérés par des objets par rapport à cette intelligence? Est-ce que cette théorie ne nous choque pas à tel point qu'elle nous ferait sortir de ce nombrilisme humain et que du coup on n'ose pas l'étudier parce que cela voudrait dire que nous ne sommes que des bêtes de laboratoire? Jean-Gabriel Grelet. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à ce problème. Je pense qu'on a tous réfléchi à ce problème. Oui. Et je pense que les choses ne sont pas aussi simples. D'abord, je pense qu'effectivement, on a essayé peut-être de nous civiliser à plusieurs reprises, mais on a été... En tout cas, ce sont les traditions. Les traditions lui disent, tel civilisateur est arrivé, je préfère ça que propriétaire, parce qu'il faut complètement être absurde pour devenir propriétaire d'animaux comme nous, d'animaux dangereux, alors qu'on a des robots. Les robots ne se mettent pas en grève, les robots ne se mettent pas à devenir fous du jour au lendemain pour se détruire les uns les autres. Donc, je refuse. Il faudrait être absurde. Ce serait absurde d'essayer d'être nos propriétaires. Vous avez eu le succès de la télé-réalité tout de même. Voilà. Mais ceci dit, je pense qu'effectivement, on doit même imaginer que n'importe quel groupe intelligent, je m'excuse, va avoir un certain nombre de règles, ne serait-ce que pour cohabiter les uns avec les autres, et pendant un certain temps, probablement assez long. L'amiral Pinon a de très bonnes idées sur ce sujet-là. Je pense que c'est assez intéressant et assez convaincant. Ceci dit, j'espère que si ces supérieurs inconnus ont une morale, j'espère qu'ils vont se la garder. Alors là, on sort. J'ai pas du tout l'impression qu'elle nous sera applicable. Là, on sort du sujet. Ce que je veux dire, c'est que là, on est dans les hypothèses de ce qu'il pourrait penser, ce qu'il pourrait vouloir. On se détend. Nous sortons donc du travail d'étude. On fait de la sociologie fiction. Exactement, de ces phénomènes.
Est-ce que pour reprendre les deux en même temps, est-ce que vous avez étudié, messieurs, au-delà des survols de base, des survols de groupements, de la NASA, etc., est-ce que vous avez étudié les contacts, ou en tout cas ceux qui se disent contactés, et les messages qui ont pu être apportés? Je sais que là, on sort de la tôle. Mais... Je crois que Marie-Thérèse Dobras saurait beaucoup mieux pour parler de ça. Néanmoins, il faut voir une chose. Il semblerait que les messages, entre guillemets, aient tout à fait suivi les inquiétudes générales des Américains, c'est-à-dire que quand ils avaient peur des bombes atomiques, c'était une menace tout à fait réelle, il était tout à fait légitime d'avoir peur. Les extraterrestres, entre guillemets, ou les petits hommes à grosse tête, si vous préférez, semblaient très occupés de ça. Mais à la limite, ça ne veut pas dire que c'est faux, parce qu'ils avaient toutes les raisons d'être aussi inquiets que la population américaine. Merci beaucoup de m'amener ici, Jean-Gabriel Grélé, parce que c'est justement le point où je souhaitais m'arrêter. Il semblerait, à travers les différents témoignages, alors après on les prend au sérieux ou pas, chacun a ses témoignages préférés, que les témoins voient des personnages qui correspondent à des personnages qu'ils peuvent comprendre, qui font partie de leur passé, de leur psychologie. Il semblerait qu'ils voient des vaisseaux peut-être dans le ciel qui correspondent à ce qu'ils pouvaient attendre d'une visite venant de l'espace. Est-ce que ça s'est pris en compte lorsqu'on étudie le sujet? Et est-ce qu'au sein de la 3AF notamment, est-ce qu'on réfléchit à ça en se disant que peut-être ce que l'on est en train d'étudier, c'est uniquement ce que l'on a permis de voir à ces personnes comme une transhypnosie qui permettrait d'accepter quelque chose d'impossible? Réponse, avril 2010. Voilà. C'est pratique, ça. Non. Alors, je comprends parfaitement votre réponse, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous avez pris en compte tous autour de cette table? Alexandre, nous n'excluons aucune hypothèse de base. D'accord. Donc, voilà la réponse. Alors, à part précise. Monsieur Boudier, je vais vous demander à vous trois de répondre à cette question. Claude va se faire un plaisir. Que pensez-vous de cette théorie qui dit que nous aurions devant les yeux uniquement les choses que nous pouvons supporter de voir? Vas-y. Oui, alors je me permettrai de ne pas répondre à cette question parce que je l'aborde d'une toute autre manière, bon, qui n'est peut-être pas justifiée, mais on va voir. C'est que je pense qu'il y a donc entre notre intelligence, notre système cognitif, ancien, actuel et futur, bien sûr, c'est encore un autre problème, il y a un problème de transfert d'informations entre cette intelligence, ces intelligences ou on ne sait quoi qui a quelque chose dans son crâne, s'il y a un crâne en jeu là-dedans. Mais il y a le problème général que l'on connaît maintenant, très bien maintenant, depuis 1925, depuis les travaux de von Bertalanffy, on connaît très bien tout ce que ça implique comme question. C'est ce problème concernant le transfert d'informations entre deux individus, et on sait que quelquefois c'est compliqué, entre deux sociétés, entre deux groupes humains, et même entre un groupe humain et puis peut-être un groupe animal, par exemple. Et c'est tout le problème de transfert d'informations. Or, on s'aperçoit quand même que l'information passe mieux d'un groupe quel qu'il soit, d'un groupe vivant à un autre groupe vivant, puisque l'information consciente en dehors du vivant, on ne connaît pas encore. Même les robots ne sont pas encore assez perfectionnés. Mais à ce moment-là, il y a un premier problème qui est celui de transfert de l'information à moindre frais et donc d'adaptation des psychismes qui est au moins une adaptation minimum entre les psychismes, l'émetteur et le récepteur. Et à ce moment-là, on conçoit très bien que si on veut nous faire comprendre quelque chose, nous transmettre quelque chose, les intelligences ou l'intelligence en question ne va pas trop loin en avant de nous parce que ce serait totalement incompréhensible, le transfert d'informations serait totalement impossible. Et c'est ce que je définis dans mon bouquin qui sortira je ne sais pas quand, par la notion de degré d'étrangeté, que je définis de manière très précise et physique aussi. Et à ce moment-là, on conçoit donc que les manifestations de l'intelligence en question ne sont pas très éloignées de l'état d'avancement de notre science, de notre philosophie et tous nos systèmes de croyances actuels, pour éviter le rejet de l'information par nous, parce qu'elle serait incompréhensible. Et à ce moment-là, on comprend très bien que la science-fiction soit aussi un des moyens de nous faire accepter ou commencer à accepter ce qui est inconnu, étranger et a priori inacceptable. Jean-Gabriel Grélé, je vous vois en train de bouillir. Je m'excuse Jean-Gabriel. Hein. Oui, un petit peu, je boue un petit peu parce que ça, on voit ressortir toutes les théories des sociopsychos.
Et ça fait rien. Tu sais Ce que je veux dire, non, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que précisément à la 3AF, nous nous intéressons à des choses qui sont détectables, Factuel. par nos radars en particulier, mais pas seulement, parce que et puis nos radars, il y a autre chose que des radars pour détecter les objets qui se promènent dans la haute atmosphère. Par ailleurs, il y a eu effectivement des messages implicites. Un message implicite, il n'a pas besoin d'être compris par une psychologie particulière, et même la psychologie plutôt frustre des responsables américains après la Seconde Guerre mondiale a très bien compris que quand tous les endroits où on étudiait les bombes atomiques étaient survolés, ça voulait dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose d'extrêmement simple, et il n'y a pas besoin d'adapter le sujet, c'est-à-dire nous savons où vous êtes. Nous savions implicitement ce que vous faites. Le message a été compris ou pas? Et le message, il était compris tout de suite. Surtout quand il désactive 17 CIE sur 19. Oui, voilà, ça, alors là, c'est les messages transactionnels qui sont compris par tout le monde. Alors, si on reste sur le message, moi j'aimerais qu'on s'arrête encore un petit peu là-dessus, et j'en profite pour mieux comprendre le travail de cette commission spéciale au sein de la 3AF. Est-ce que vous vous interdisez d'aller dans certains secteurs? Par exemple, là, on parlait de messages, hein, d'accord? Moi, je parlais d'abductés, notamment, et une pensée pour Marie-Thérèse Debrosse, bien sûr. Je recevais sur cette antenne, il y a quelques temps, Francine Blake. Francine Blake, qui est spécialisée dans les crop circles, et qui, elle, voit dans les crop circles un message, presque une quête spirituelle d'avancement de l'être humain. Là, on peut parler de message, c'est ce qu'elle pense, et on a fait une très longue émission, et intéressante d'ailleurs, sur le sujet. Est-ce que au sein du 3AF, vous allez vous permettre d'étudier les crop circles ou d'autres sujets, hein, je parle des crop circles comme d'autres, mais ou est-ce que vous restez vraiment sur un sujet donné, donc on parle des données radars, des objets, etc. Ok, Alexandre, plusieurs choses. Comme je vous l'ai dit, nous n'excluons absolument rien. Ça, c'est le postulat de base. En ce qui concerne les crop circles, c'est effectivement une question qui se pose furieusement, j'allais dire, à l'ensemble de ceux qui recherchent d'une manière professionnelle le phénomène. Bon, sur le fait que les crop circles, on en a vu comment ils sont réalisés par certaines vidéos absolument breathtaking, à couper le souffle. Il y a un seul crop circle qui m'a absolument pas tétanisé, mais bluffé. Bolton, non? C'est celle ou celui où, comment dirais-je, sur le champ, qui a été, comment dirais-je, travaillé par les boules. Il y a la double hélice ADN-ARN. Tout à fait. Alors là, on peut être paranoïaque, mais ce genre de témoignages, d'observations et de photos est absolument bouleversante au propre figuré. Voilà ce que je peux vous dire. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit, les crop circles feront normalement partie de la deuxième étape de nos réflexions à partir d'avril 2010. C'est très intéressant. C'est pour ça que je voulais que vous répondiez à cette question. Parce Avec que plaisir. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'institut pluridisciplinaire. Chacun étudie de son côté toutes ces choses. Et c'est pareil en tout, hein, pas que sur le phénomène des objets volants non identifiés. Tout le monde reste dans son coin. Là, vous allez vraiment tout lier et en sortir donc des réflexions. Absolument. D'accord, c'est très intéressant. Absolument. Oui, Jean-Gabriel ? Je peux rajouter que l'analyse des tiges et la façon dont elles ont été courbées a déjà fait l'objet d'études extrêmement approfondies et extrêmement petites, très minutieuses, et ça va certainement continuer. D'autre part, un des derniers crop circles dont j'ai eu la chose, là, il est relativement simple. Il indique les 10 ou 12 premières décimales du nombre pi. Oui, il y en a eu un aussi en France, là, récemment, à côté de Centrale, qui était très intéressant. On peut le trouver sur le site d'Anne Moreau. Voilà. Bon, alors, ça, bien entendu, ça fait partie de réflexion. Voilà. Hein. Certainement, avant, les évocations transcendantales que peuvent provoquer, parce que n'importe quel mandala peut provoquer et peut aider quelqu'un à se mettre en méditation, par exemple.
je dirais pas atteindre Diana, parce que l'état de vacuité est très difficile à atteindre. Il vaut mieux pas trop stimuler avant d'atteindre l'état de vacuité. Mais après tout, pourquoi pas un crop circle? Il était très intéressant, et pour terminer avec ce que nous disait Francine Blake justement sur ce travail spirituel lié au crop circle, elle disait, autour de chez moi, là où j'habite, il y en a énormément qui apparaissent, presque tout le temps au même endroit d'ailleurs, des lieux d'énergie, bref. Et elle nous disait, c'est très intéressant parce que la plupart des gens ne les voient pas, alors qu'ils sont là, ils sont bien présents, mais ils ne les voient pas. Intéressant. Je vous laisserai là-dessus. Fin de cette respiration musicale, et je peux vous dire que vous loupez quelque chose parce que hors antenne, ça discute, ça continue à parler, et même je regrette presque de ne pas pouvoir vous faire entendre ce qui se dit pendant ces pauses, et je suis sûr qu'ils ne regrettent pas par contre que je ne puisse pas faire entendre ce qui se dit pendant ces pauses, parce qu'on va loin quand même, hein. On va loin, on discute et on parle de plein de choses très intéressantes, que nous ne connaîtrons que dans 15 mois, lorsque les études seront terminées, si j'ai bien compris, monsieur Boudier. Touchons du bois. Bah oui, touchons du bois, que les études aillent au bout. Je vous laisse continuer, messieurs. Très bien. Donc. Attendez, comment dirais-je, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire, Alexandre. Ce que j'ai oublié de dire sur les membres de notre commission, nous sommes 10, il y en a 8 à la retraite. Donc en clair, notre avenir est derrière nous. Et je peux vous dire qu'un des critères sur lesquels j'ai insisté lorsque j'ai invité, disons, nos participants, a été jusqu'à quel stade serez-vous susceptible de résister. Et je peux vous dire que, comment dirais-je, d'une manière unanime, on ira jusqu'au bout. Vous ne pouviez pas plus me faire plaisir, monsieur Boudier. Ouais, c'est un gage de loyauté. Excusez-moi, Michel. Donc, je vous propose de continuer la discussion. Tout à l'heure, bien que nous ayons écarté un certain nombre de sujets, c'est bien dommage, mais on ne sait jamais, on va peut-être y revenir par une courbe inattendue. J'aimerais revenir sur l'influence de ces, entre parenthèses, intelligence extérieure sur notre société. Et par, je dirais, en vous racontant l'histoire suivante que vous connaissez probablement, vous rappelez que l'année dernière, nous avons eu les primaires démocrates aux États-Unis, dans lesquelles un certain nombre de candidats démocrates se sont présentés en compétition pour savoir lequel atteindrait, je dirais, l'élection présidentielle aux États-Unis. Parmi ces gens-là, il y avait un homme qui s'appelle Dennis Kuchini. Et ce congressman a été interviewé dans le cadre de ces primaires démocrates sur une question bien particulière en rapport avec le sujet OVNI. Pourquoi ? Parce que quelques mois auparavant, Shirley MacLaine, une actrice, danseuse, chanteuse, écrivain, très célèbre aux États-Unis, mais aussi ailleurs grâce à ses livres, avait indiqué dans son dernier ouvrage que Dennis Kuchini, à l'occasion d'une visite chez elle, alors qu'elle n'était pas là, c'est la marraine de sa fille, Dennis Kuchini a été à un moment donné attiré sur la terrasse et est entré en contact avec une observation OVNI de forme triangulaire, avec un objet de forme triangulaire en sustentation, en apesanteur au-dessus de la maison. Et elle raconte qu'il y a eu des échanges qui se sont déroulés d'une façon, je dirais, non vocale, mais un certain nombre d'informations, des échanges, voilà, des télépathiques au niveau du cœur. Et là, on se retrouve l'année dernière, en septembre-octobre, tous les candidats sont face au speaker, c'est diffusé sur les grandes chaînes de télévision américaines, et lorsque c'est au tour du candidat, le speaker donc lui pose la question, est-ce que cette histoire est vraie ? Et le monsieur s'est pas dégonflé. Voilà un homme politique qui... alors, je vous passe parce que je suis un petit peu en admiration sur lui à cause de ses prises de position préalables, mais enfin, auparavant. Enfin. Mais, et voilà un homme qui ne se dégonfle pas, il s'apprête à perdre les élections en racontant tout simplement cette histoire, et il le fait. Il accepte de dire qu'effectivement cette histoire est réelle, qu'il s'est passé un échange au niveau cardiaque, au niveau du cœur avec ces êtres. Chakra ? Il ne parle pas du tout de il n'y a pas de terme technique. Alors, je vous raconte cette histoire, pourquoi ? Parce que Shirley MacLaine, donc, au départ danseuse, chanteuse, comédienne, etc.,
a été à un moment donné impliquée dans des histoires d'OVNI. Elle a été approchée une première fois par un jeune homme qui lui apportait un collier qui venait d'Afrique. Et puis des années plus tard, elle recroise ce jeune homme par hasard. Et puis il se lie d'amitié, il l'emmène au Pérou et lui raconte tout. Et là, il lui raconte une histoire absolument incroyable. Vous pouvez d'ailleurs avoir toute cette histoire. Elle a fait un film autobiographique sur cette histoire qui se trouve sur le site de la FEA. Sur le site de la FEA, vous allez dans Impact sociologique et vous allez tomber sur le film de Shirley MacLaine en autobiographie. Son autobiographie. C'est une époque où elle est justement amoureuse d'un futur Premier ministre qui deviendra effectivement Premier ministre du Danemark. Et elle raconte en fait que ce contact l'amène à avoir une information. Elle a, alors qu'elle n'est pas encore écrivain à l'époque, mais elle a pour tâche d'écrire sur le sujet ce qu'elle a compris. On lui demande, alors ses intelligences, entre parenthèses, lui auraient demandé, par l'intermédiaire de ce jeune homme, d'écrire, simplement d'écrire. La situation est assez difficile à l'époque. Bon, vous verrez bien, quand vous verrez son autobiographie, elle se fâche avec lui, etc. Parce qu'elle comprend qu'elle a l'impression qu'il la prend pour une folle. Il essaie de monter peut-être une secte, enfin qu'importe. Mais bon, il se trouve que cette demoiselle, enfin cette dame, écrit des livres, les vend en dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'exemplaires partout dans le monde. C'est traduit en japonais, c'est en français, enfin dans tous les pays. Et donc c'est une personne qui va avoir un impact très fort sur la population. Et là, on n'est pas dans un gouvernement. Alors, est-ce que vous connaissiez cette histoire et est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il y a quand même des influences qui ne passent pas par nos gouvernements? Alors, j'admets que ces influences peuvent se produire, mais elles sont très difficiles à démontrer. Elles sont très difficiles à démontrer. Je dois dire qu'une fois, j'ai été assez surpris. J'ai 2 jeunes femmes qui sont venues me voir à la suite d'une conférence que j'avais faite à Pau, dans le Midi. Et après avoir fait quand même beaucoup de difficultés, elles m'ont confié une liasse d'une 12aine de feuilles qu'elles écrivaient sous écriture automatique, c'est-à-dire que l'une d'elles entendait dans sa tête et dictait à haute voix à sa camarade qui prenait rapidement. A priori, je m'attendais à trouver à peu près n'importe quoi, et en particulier des approximations plus ou moins philosophico, ce qu'on veut. Religieuse. Or, j'ai été très très surpris de voir des choses que, en tout cas, ni l'une ni l'autre de ces jeunes femmes, que j'ai rencontrées assez longtemps pour m'en persuader, n'auraient pu inventer. Donc elles ont reçu quelque chose. Et parmi ces choses, je vais vous en citer une parce que celle-là m'a beaucoup frappé. On leur a dit, de toute façon, l'homme devrait comprendre que sa seule éternité se situe dans l'instant présent. Je vois très très mal ces 2 jeunes filles, dont l'une était sténodactylo et l'autre shampouineuse, inventer ça. C'est inconcevable. Voilà. Donc je dois dire que je suis très ouvert sur ce sujet-là. Et s'il y avait d'autres... d'autres informations matérielles de ce genre-là, parce que c'est une information matérielle. Ce sont des fiches manuscrites que j'ai naturellement conservées, etc., qui peuvent être étudiées. Donc, et je dois dire ensuite que si la possibilité d'intervention directe sur les esprits existe, je pense que ça diminue beaucoup les interventions physiques avec... en tout cas, ce ne sont pas les mêmes probablement, s'il y a eu effectivement des interventions physiques. C'est tellement plus facile. Et en plus, les gens qui sont récepteurs ne s'en aperçoivent pas toujours. C'est donc efficace. J'ai écrit un certain nombre, ou j'ai commis un certain nombre de livres suivant la façon dont on les regarde, et certains d'entre eux, qui ne s'intéressaient pas particulièrement au sujet OVNI, certains passages ont semblé s'écrire d'eux-mêmes. Quand un écrivain apprenti, comme je suis toujours, arrive à sortir 12 pages où il n'y a pas une correction à faire, où le style, et en plus, où tout semble couler de source, eh bien, je l'avoue, posé aussi des questions. Jean-Gabriel Modeste, excuse-moi. Comme certaines partitions de Mozart, quand tu regardes la partition originale de Così fan tutte, tu tombes par terre parce que tu vois que c'est écrit d'une traite, il n'y a pas de rature,
La musique est sensationnelle, tout le monde la connaît, elle est transcendante cette musique, et il n'y a aucune hésitation. Quand on regarde cette partition, on voit bien que celui qui a écrit ça, il n'avait que, je ne sais plus quel âge, c'était un genou, un petit gamin. Oui, eh bien, il n'y a pas de rature, il n'y a pas d'hésitation, c'est écrit d'une traite. Et quand on parle d'écriture automatique, je pense que légitimement, on peut l'évoquer pour Mozart et d'autres aussi, Bach, c'était pareil. Hein. Alors, la Passion sur Saint-Jean, c'est pareil. Il n'y a pas de rature. Je tiens à ce qu'il soit bien clair que je ne parle pas au nom de la commission dont je fais partie, et que finalement, il est rare que je cède à des aveux de ce genre, mais finalement, il n'y a pas de honte à dire. J'ai l'impression qu'une partie de mes livres semble s'être écrit, disons, assez facilement par rapport à l'apprenti écrivain que je suis. Voilà, c'est tout. Ça prouve peut-être rien. C'est peut-être une muse qui était debout derrière moi et qui m'a soufflé dans l'oreille, j'en sais rien. Donc, a priori, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'un certain nombre d'influences sont possibles. Mais là aussi, je reviens très rapidement, 15 secondes s'il te plaît, sur le problème de transfert de l'information, parce que l'information n'est valable qu'en fonction du niveau de l'organisme qui reçoit cette information. Donc la moitié de l'information, c'est celui qui l'émet, et l'autre moitié, si on peut dire, c'est celui qui la reçoit. Et à ce moment-là, c'est selon la sensibilité de celui qui reçoit, et prend une valeur ou pas. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression, dans notre échange, tu voulais intervenir sur Non, pas du tout. J'ai eu l'impression dans notre échange que finalement, nous avions écarté la possibilité d'influence extérieure sur, par exemple, notre économie, notre politique. Est-ce que je me suis trompé ou est-ce qu'il pourrait éventuellement... Alors, bien entendu, je ne suis pas un économiste. Je ne suis même pas un historien, mais je dois vous dire, par exemple, que la fin de l'opposition Est-Ouest, que personne ne pensait pouvoir se terminer autrement que dans un conflit extrêmement dur, c'est fini d'elle-même avec pratiquement Gorbatchev, si je me souviens, et Reagan dans les bras l'un de l'autre. Et personne, aucun politologue, aucun spécialiste d'aucune sorte n'aurait imaginé une fin pareille à l'affrontement des deux groupes. Ça, quand même, c'est curieux. Donc, c'est une moitié de réponse. C'est une moitié de réponse. Et les accords SALT ? C'est pareil, les accords SALT, on a l'impression que les deux ennemis mortels sont finalement en train d'être les meilleurs amis du monde et sont d'accord sur tout. Ils exécutent... De même, dans les textes du droit de l'espace, que j'ai signalé, je ne me souviens plus dans lequel de mes livres, les textes du droit de l'espace, que vous pouvez vous procurer dans la collection Que sais-je. Oui, je fais de la pub pour la concurrence. J'ai peut-être pas le droit. Si, bien sûr que si. Eh bien, dans les textes du droit de l'espace, vous allez voir jusqu'où les Russes et les Américains coopèrent dans un climat presque de fraternité réciproque, j'ose pas parler d'amour, mais en tout cas d'amitié éternelle, pour signer les mêmes textes. Et c'était en 67. Et s'interdire, par exemple, d'essayer des bombes atomiques sur la Lune. Préfère les essayer sur Terre où ça pollue et ça fait des dangers. Enfin, c'est très dangereux pour nos descendants qui ont du césium radioactif dans les os. Mais sur la Lune, jamais. Mais en nous disant ça, pardon, vous nous dites quoi, Jean-Gabriel? Relisez, peut-être vous tirerez les mêmes conclusions que moi. Vous essayez en tout cas, une de vos hypothèses de travail, c'est que il y aurait pas des consignes, mais en tout cas des conseils donnés à ces grands dirigeants, à ces personnes qui dirigent le monde, pour ne pas aller dans certaines directions. Enfin, en tout cas, les choses se sont tellement bien terminées, ou alors il faut en accuser le génie humain, mais comme le génie humain n'a jamais été particulièrement visible dans les relations entre groupes humains, je suis presque obligé d'au moins d'émettre une autre hypothèse. Michel ? Est-ce que nous sommes arrivés au... Non, moi je peux rester encore toute la nuit si vous voulez, ça me passionne cette émission. En fait, on a une troisième partie, est-ce que... écoutez, je propose que d'ores et déjà, oui, on se prenne un rendez-vous sans date évidemment, mais pour une prochaine émission, parce que c'est véritablement passionnant. Et puis surtout, ça permet de faire travailler son esprit à toutes sortes d'hypothèses et à revenir la prochaine fois encore plus fort. Et puis à dialoguer avec les autres surtout. Ça permet de montrer avec Monsieur Boudier aussi que des personnes
on va dire, qualifiées. Alors, je ne vais pas dire qu'elles sont plus sérieuses que d'autres qui n'ont pas de qualification, parce que je trouverais vraiment ça très agréable pour toutes ces personnes, qu'on appelle la plupart du temps ufologues, entre autres, de dire qu'une personne qui a des diplômes est plus qualifiée, oui, dans certains domaines, mais pour une vue d'ensemble, la qualification est la même. Mais ce qui est intéressant avec M. Boudier, tout comme nous l'avions ressenti avec le rapport Cometa sur l'antenne, c'est de faire passer le message à tous ceux qui voyaient ce sujet comme une grosse rigolade, une grosse marade, que des personnes sérieuses s'y intéressent. Donc ça, vraiment, c'est véritablement tout l'intérêt, au-delà des résultats que nous connaîtrons dans quelques mois, c'est tout l'intérêt déjà de cette démarche. Alors oui, effectivement, Michel, si tu pouvais mettre en avant ce 3e chapitre que vous n'aurez pas le temps de traiter, et puis peut-être en arriver à une pré-conclusion en attendant la conclusion de la prochaine émission. Je dirais que ça sera une partie probablement très très difficile, dans le sens où nous allons aborder les sujets autour de ce que nous allons devenir dans les prochaines années. Si nous étions éventuellement à un tournant, en tout cas sur un plan économique et de politique internationale, on y est, ça c'est sûr. Si nous étions à un tournant pour ce qui concerne la reconnaissance dans notre environnement d'une réalité sur le sujet des ovnis, eh bien, nous serions alors amenés à devenir quoi ? Je vais peut-être proposer, non pas du tout le mot de la fin, mais fait que commencer. le mot du commencement de la prochaine émission. Commence à peine, oui. En attendant d'avoir des preuves, en attendant d'avoir les résultats des travaux de cette commission, il ne serait peut-être pas mauvais que nous profitions de cette réflexion générale pour essayer d'imaginer comment d'autres pourraient nous regarder. Voilà. Et là, j'ai l'impression que nous ferions déjà peut-être un certain progrès, mais en tout cas, nous ferions preuve d'une objectivité tout à fait indispensable que nous manifestons très rarement en général. Oui, parce qu'on a imaginé et on a hypothéqué sur des stratégies, des intelligences, des projets, des déontologies, etc. Mais on oublie une chose essentielle et qui est nouvelle finalement pour l'humanité, c'est que nous essayons de traiter avec une intelligence qui est autre que la nôtre. Alors que jusqu'à maintenant, on croyait qu'on était les seuls, qu'on était d'ailleurs le summum de l'univers et déjà le produit parfaitement fini de l'évolution, ce qui est une erreur totale, bien sûr. Mais certains y croient encore, c'est ça qui est gênant. Mais alors, on oublie aussi, mais enfin, entre nous, on ne l'oublie pas, évidemment, c'est qu'on n'est pas seul. On parle des autres, on parle des aliens, des autres ou d'une autre intelligence. Donc, il faut aussi en tenir compte et que ce que nous prévoyons, nous essayons de prévoir dans l'évolution des choses, est totalement sujet au bon vouloir, au projet qui est en cours et qui se déroule devant nous, et pour lequel on n'a aucune information concrète du projet. Parce que tout simplement, leur motivation nous échappe totalement, parce que nous n'avons pas fait encore le chemin qui pouvait arriver jusqu'à une éthique ou une morale ou une déontologie qu'ils ont actuellement, tout simplement. Et banalement, il n'y a pas un jugement de valeur vis-à-vis de nous, on n'est pas moins valable qu'eux. Tout simplement, il y a un décalage temporel très probable entre leur évolution et la nôtre. Et à ce moment-là, on n'a pas lieu de craindre quoi que ce soit et de considérer qu'on est des sous-consciences, comme certains veulent nous faire croire dans certains milieux scientifiques, qui ne veulent pas aborder le projet, parce que automatiquement, ils ont l'impression que ça va abaisser l'humanité. Or, c'est le contraire. C'est parce que l'humanité prend conscience qu'elle n'est pas seule et qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit seule, que manifestement, on en a les preuves matérielles. Et c'est justement quand on a pris conscience de ça, me semble-t-il, c'est une hypothèse, qu'on risquera de faire un pas en avant et que si jamais on attend de notre part une possibilité de compréhension du phénomène, et bien si on va dans ce sens-là, il me semble qu'on peut en approcher et d'être digne, entre guillemets, digne d'une révélation venant de l'extérieur. Alors, concernant juste la divulgation, j'y reviens quelques instants, mais les déclarations récentes de la NASA sur cette vie cellulaire probable sur Mars. Une annonce qu'on s'attendait à voir débarquer il y a un an environ, quand ils avaient déjà parlé d'une opération spéciale. Et puis là, il y a une place vacante entre les deux directeurs, on se permet de parler. Puis finalement, quand c'est le moment d'arriver devant la télévision,
on y va tranquille. Hein. On se dit oui, on n'a pas encore fini nos études. Bon, ok, ça s'est passé comme ça. En même temps, on sent que on repousse à chaque fois le moment de dévoiler des découvertes. Et est-ce que la divulgation n'est pas là? Est-ce qu'on ne peut pas parler de calendrier à ce moment-là quand on refuse de dire une chose qu'on connaissait peut-être? Alors attention, je mets des guillemets, hein, mais peut-être il y a déjà 1 an ou 2 parce qu'on sent que la NASA s'est retenue un certain temps. Il est certain qu'on nous cache un tas de choses. Ça, c'est tout à fait certain. Et il n'est pas nécessaire de faire appel à des agences non humaines pour en acquérir la preuve. On a parfois, si seulement un jour nous pourrons probablement parler et nous vous dirons jusqu'où certaines personnes en charge de certaines, de pans entiers de gouvernement sont capables de faire pour ne pas voir ce qu'elles n'ont pas envie de voir, par exemple. Et ça, on le voit actuellement en économie, donc on peut le voir sur ces phénomènes-là. Voilà, oui, déjà. Tout à fait. Eh bien, cette faculté particulièrement réjouissante de l'humanité, elle existe fort bien. Et nous en avons des exemples. Par contre, je voudrais dire autre chose. On se pose beaucoup de questions, semble-t-il, sur nos visiteurs. Parce que nos visiteurs nous dépasseraient par leur intelligence, par leur capacité de synthèse, peut-être, etc. Eh bien, si l'humanité a vraiment envie de prendre un coup de vieux et d'avoir un gros coup de complexe d'infériorité, relisez les mystiques, relisez Maître Eckhart, relisez Weineng. Et là, vous verrez, or cela enseignait il y a presque 1000 ans. C'est ça. Mais aussi, si jamais il y a un contact ouvert, je demande qu'une chose, si jamais un message peut passer, n'est-ce pas? On fait de la sociologie fiction. Surtout qu'ils ne nous disent pas tout, qu'on ait encore le plaisir de chercher, d'échouer, de proposer des hypothèses qui cassent la figure, mais il semble que ce soit quand même un des moteurs essentiels de l'humanité, celle qui est un peu consciente des choses, c'est de rechercher, d'échouer et d'apprendre et sans arrêt de découvrir ce qui est un plaisir énorme et qui motive et qui est au sens de Bergson le sens même de l'élan vital. Et je le comprends comme ça. Et Bergson l'a très bien dit, il y a déjà plus de 60 ans. Je trouve que vous projetez beaucoup de bonnes intentions vers ceux que nous ne connaissons pas ou qui pourraient être. Oui, sinon on pourrait imaginer que le jour où la divulgation aura lieu ou aurait lieu, on disparaisse immédiatement, non? Non, je ne pense pas, parce que d'abord, oui, ça sera déjà fait, ça aurait été certainement plus facile au néolithique que maintenant. Pas ici. Et je pense que nous n'étions déjà pas tout à fait seuls au néolithique. Enfin, en tout cas, on peut imaginer qu'il y a un contact, disons, qui a au moins 2000 ans. Il était certainement beaucoup plus facile de nous détruire en donnant un petit coup de pouce à la peste noire vers l'an 1000, si tant est que je ne me trompe pas de quelques siècles, une bonne épidémie de variole. S'il s'agissait de se débarrasser de l'humanité, ce serait fait depuis longtemps. S'il s'agissait de la réduire en esclavage, maintenant on peut penser que nos visiteurs ont des machines, on n'a pas besoin d'esclaves quand on a des machines. Ça coûte moins cher, il ne faut pas les nourrir, et encore une fois, les machines ne font pas grève. Donc nous présentons un intérêt, le tout c'est de savoir lequel. Oui, Alain Roudier. Oui, juste avant de conclure, momentanément, puisque le sujet... Rendez-vous est pris. Est absolument, disons, comme un abîme absolument inépuisable. En vous écoutant tous, disons avec un certain recul compte tenu, malheureusement ou heureusement, de ma position de président, je dirais simplement ceci, et peut-être ça va faire hurler certains. Si Jacques Monod, dans sa tombe, nous avait écouté, était capable de nous écouter, il se retournerait dans sa tombe. Ah, c'est probablement, oui. Non, il tournera sa veste comme certains sont en train de le faire actuellement. Parce qu'il est intelligent. Donc il regarde d'où vient le vent et puis il tourne la veste en fonction. Je ne sais pas des noms, tout le monde les connaît. Alors, le hasard ou la nécessité. Pour conclure, Michel, je laisse la parole à Michel Ribardière pour conclure, messieurs. Avant tout, je vais remercier tout le monde d'avoir rendu cette rencontre possible, Radio Ici et Maintenant, sur le plan matériel, et puis nos 3 amis qui sont là. C'est vrai que c'est un moment très agréable. On a parlé de choses qui lancent les passions. Quelquefois, on est à la limite de se couper la parole, etc. Tellement on s'emporte. Mais de choses que nous continuons à étudier dans notre petite recherche personnelle. Et nous espérons, je pense tous ici, que ce que nous faisons pourra, je
dirais, apporter quelque chose aux auditeurs. Et puis, c'est par des communions de ce genre-là, je dirais qu'on arrive à avoir des éclairages beaucoup plus grands à l'attention, à la limite des collectivités qui nous écoutent, des auditeurs chez eux, tout seuls peut-être, mais qui nous écoutent. Je sais, je vais te dire ça, j'ai appris que bien le mardi soir, quand Radio Ici et Maintenant diffuse ces émissions, il y a des groupes d'ufologues, de chercheurs qui se réunissent en direct pour discuter de ce qui est en train de se dire, etc. C'est assez fou. Si on peut ouvrir les réflexions, on est là pour ça, c'est avec grand plaisir. Oui, je pense qu'il n'y a pas que de jolies choses qui sont lancées. Mais enfin bon, voilà. Non, mais ils peuvent téléphoner aussi, d'habitude. Oui, ils peuvent, mais le but c'est d'écouter, d'entendre les idées de chacun, et puis surtout de ne pas se marcher dessus et de tous se respecter, parce que le milieu de l'ufologie, et je le répète, dans beaucoup d'émissions, c'est passionnel, il y a des égos. Il y a les égos. Et c'est pas comme ça qu'on avancera. Les guerres tribales. Juste, on va peut-être se donner rendez-vous, éventuellement, si nos amis sont d'accord, pour aborder une prochaine fois la suite de cette première émission. La suite, ça sera quoi ? Eh bien, ça sera évidemment... Là, tout tourné autour de la reconnaissance officielle du sujet OVNI. Peut-être que la prochaine fois, on pourra éventuellement aborder après. Les conséquences. Les conséquences. Après. Alors moi, je voudrais me permettre juste de citer un auteur parce qu'il a écrit des livres sur le sujet. Il y a beaucoup travaillé, c'est Christelle Seval, sur ce que pourrait changer dans nos sociétés la divulgation, le pour et le contre. Et je trouve qu'il a fait des livres très intéressants sur le sujet. Christelle Seval, oui, tout à fait. Donc voilà, je voulais le citer avant de terminer cette émission. Le site internet de A3AF, alors il est imprononçable à la radio, faut le dire, c'est aaafasso.fr. aaafasso.fr. Tapez 3AF sur un moteur de recherche, vous tomberez dessus directement. Puis donc pour la FEA, c'est www.fédération-airplane.eu. Fédération, mais alors pas d'accent sur les E, c'est fédération. Bien sûr. Merci beaucoup Michel Riberder. Merci à tous d'avoir participé à cette émission.